Madagascar, c'est la 4e plus grande île du monde et elle compte 20 millions d'habitants. Plus des 2/3 de la population vit sous le seuil de pauvreté et l'espérance de vie moyenne est de 54 ans. 32% de la population totale sont des adolescents et des jeunes âgés de 10 à 24 ans. L'ONG Bel Avenir est membre fondateur du réseau Agua de Coco, dont l'objectif est l'amélioration de la qualité de vie des personnes marginalisées dans les pays du Sud, particulièrement celle des enfants, mais également de leur entourage familial, en misant sur l'éducation comme moteur de développement durable. Le taux de scolarisation des familles démunies est de 1 enfant sur 3 non scolarisé. 80% d'abandon scolaire durant les cycles primaires et secondaires. Un grand nombre d'enfants et d'adolescents de familles démunies vivent une enfance difficile, malnutrition, absence d'identité, non-scolarisation, grossesse précoce, difficulté d'accès aux soins. Mais Catalina va vous en dire un petit peu plus au cours de ce petit reportage. Accueillir une 60aine d'enfants ici et une 40aine d'enfants là-bas. Donc, et c'est 4 jours où les enfants viennent gratuitement, complètement gratuit, où ils peuvent avoir peut-être la première colonie de vacances, parce que c'est la première fois qu'ils mangent de la viande, qu'ils dorment dans des lits, qu'ils font plein de choses qu'ils n'avaient jamais fait. Mais surtout, c'est pas seulement pour s'amuser, oui, ils apprennent en s'amusant, mais c'est surtout sensibilisation environnementale. C'est-à-dire qu'ils apprennent tout ce qui s'est passé ici, tous les animaux de l'agro, comment planter, comment faire un compost, on fait du papier recyclé. Toutes les activités sont faites pour cette sensibilisation environnementale. Et la visite commence à la mangrove. Il y a un projet de mangrove à Tsungoletelo, à quelques kilomètres d'ici. C'est entre Tulea et Manguili. Et là-bas, l'idée c'est que les enfants apprennent à planter les palétuviers, qui sont les arbres qu'on utilise le plus en ce moment pour reboiser la forêt. Et surtout, c'est un projet qui inclut tous les villages qui sont autour de Manguili. C'est-à-dire Tsungoletelo, Ambotsibutika, Manguili, tous les enfants, surtout les enfants, mais les adultes aussi, ils sont invités. L'idée c'est qu'ils sachent pourquoi c'est important de reboiser, que si on coupe un arbre pour construire une maison ou pour créer le charbon de bois, il faut replanter après ça. Qu'il faut conserver, qu'il faut maintenir les endroits en vie, parce que depuis 20 ans, on ne fait que détruire la forêt, c'est-à-dire que maintenant on se retrouve avec un tiers de ce qui existait à Madagascar avant. Un tiers des espèces végétales, animales, un tiers de la forêt en général. Donc tous les projets ciblent la population jeune. Les enfants qui viennent ici sont normalement de 9 à 14 ans à peu près. On accueille des fois des plus grands, mais le pari de l'avenir c'est plutôt ces tranches d'âge. Tout d'abord, un grand merci à la chorale Malagasy Gospel, créée à l'initiative de l'ONG Bel Avenir et Agua de Coco, qui nous accompagne dans cette vidéo. Catalina va à présent nous parler de cet arbre de vie qui porte le nom de moringa. Tous les ingrédients qu'ils mangent rarement les enfants ici. On consomme 100 grammes seulement par personne, par jour. C'est seulement 100 grammes, ça équivaut à une petite cuillerée à soupe, non, à café. Voilà. Qu'on peut mélanger facilement avec le riz, avec des racines, ça marche bien. Avec le maïs, c'est pas très bon, mais aussi on le fait. Avec les luji, c'est une sorte de
des haricots rouges. Avec ça, ça va très bien. Ça se mange. En ce moment, on fait aussi la confiture. On ajoute le moringa et les enfants adorent ça. On les ramasse et c'est avec ça qu'on fait la poudre. Dans l'autre centre éducatif, à Manguilly-Plage. Donc ici, c'est maximum 70-80. Pour tout ce qui est gestion de nourriture et l'équipe d'animateurs, c'est toujours mieux d'avoir peu que de ne pas pouvoir les gérer. Mais il y a la capacité pour 100 personnes. Et là, tout au fond, il y a ce qu'on appelle l'annexe de l'hôtel. Aux divers programmes de Belle Avenir. Donc la philosophie à l'hôtel, c'est justement cette politique d'autonomie, d'autofinancement. Même si ça ne suffit pas, même s'il n'y a pas de touristes toute l'année, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup et c'est aussi un moyen, je ne sais pas si vous avez vu un peu dans les chambres, dans les WC, c'est non à l'exploitation sexuelle, non aux couples des personnes âgées qui viennent avec des petites filles mineures et des choses comme ça qu'on voit souvent à la plage et un peu partout. Il faut savoir que Manguilly est une zone rouge des sida et d'exploitation sexuelle. Donc il y a pas mal de programmes par rapport à ça. En ce moment, il y a l'UNICEF par exemple qui essaie de développer un programme contre ça. Et avec Belle Avenir aussi, il y a un programme déjà sur la sexualité grâce à la ONU. Mais aussi, il y aura bientôt un centre de formation que vous allez voir bientôt. Et là, justement, le public, les jeunes ciblés, sont les jeunes de la plage, les jeunes travailleurs, les jeunes qui ne sont pas scolarisés, du village notamment, et des alentours. Mais ça va être sous forme d'internat. Donc là, ça va aussi avec la philosophie de Belle Avenir et tout ce qui se passe à l'hôtel, on essaie que ce soit toujours un travail en équipe. Le bois aussi, c'est de la forêt certifiée de développement durable, tout ce qu'on utilise comme pour les chambres par exemple, tout ce qui est déchets vont dans une fosse septique. Et la nourriture qu'on consomme à l'hôtel vient soit du potager, soit du jardin de l'hôtel. On essaye que ce soit vraiment autonome. C'est un programme vraiment différent à ce qu'on connaît comme tourisme. C'est vraiment tourisme solidaire, c'est faire connaître aux personnes qui viennent se loger ici ce qui se passe à Belle Avenir, ce qui se passe à Manguilly, pourquoi, et qu'ils adhèrent aussi à cette idée, qu'ils en parlent ailleurs, parce que c'est finalement ça l'objectif, que les jeunes viennent un peu en sachant ce qui se passe ici, qu'ils puissent être témoins de tous ces programmes ailleurs en Europe. Au tour de Jérôme de nous présenter le jardin botanique et les différentes activités. Toujours parce que tout ce qu'on fait ici, dans le centre de vacances des enfants, il y a toujours un objectif de sensibilisation à la nature. Donc c'était important pour nous d'essayer de rassembler dans un espace assez petit toutes les fleurs et les espèces les plus abondantes ici, les plus caractéristiques en tout cas de la forêt qu'on trouvait avant partout ici, qu'on trouve un peu moins, qui est la forêt épineuse du sud-ouest de Madagascar, qui est une forêt avec beaucoup d'arbres endémiques, d'arbustes endémiques et de fleurs endémiques. Donc l'idée, voilà, c'était de regrouper un petit peu dans un espace. On va faire un petit tour et on va faire un petit briefing sur quelques plantes qu'on trouve ici et qui sont assez marrantes. Et alors ici, le problème que vont trouver toutes les plantes, les humains aussi, mais là on parle surtout des plantes, c'est la période de sécheresse qui est assez longue. La saison des pluies commence au mois de décembre, au mois de novembre, mais elle est de plus en plus tardive, donc plutôt au mois de décembre. Et elle s'arrête à peu près au mois de mars. Voilà. Donc après, il n'y a plus du tout de pluie. Alors là, vous le constatez sûrement le matin, il y a encore un peu de rosée, ce qui permet, avec les vents qui viennent du sud, ce qui permet d'apporter un petit peu d'eau aux plantes. On va rentrer là vraiment dans une période de sécheresse assez dure. Et on va trouver beaucoup dans ce coin de Madagascar des plantes grasses ou plantes succulentes
plantes qu'on connaît assez. Voilà, c'est ce type de plantes qui ont la caractéristique de toujours garder, comme les aloés, la grande famille des aloés, de toujours avoir des feuilles. Voilà, on va les couper un petit bout. Hop. Voilà, de toujours avoir de l'eau dans leurs feuilles. C'est pour ça qu'on les appelle les plantes grasses, que les jardiniers connaissent beaucoup en France. On aime bien cultiver ça sur son balcon. Et là, si vous allez vous balader dans la forêt, dans la réserve de Reniala, qui est un petit peu derrière, vous allez voir qu'il y a beaucoup de plantes succulentes qui sont ici. Et une pharmacopée assez extraordinaire ici à Madagascar, comme dans toutes les forêts. Mais celle-ci, elle est peut-être encore plus particulière parce qu'il y a vraiment des espèces qui sont endémiques, qui n'existent pas ailleurs. Il n'y a malheureusement pas assez de travail qui est fait là-dessus, pas assez de recherches fondamentales qui sont faites là-dessus. Il y a des entreprises qui commencent à venir pour faire du business avec les huiles essentielles et avec toute cette pharmacopée, il y a vraiment des choses intéressantes à découvrir. Voilà, donc là on est en train de la refaire un peu, la rocaille. Mais on va voir déjà ces plantes assez caractéristiques, alors qu'on connaît bien. Très utile si vous avez un coup de soleil ou une brûlure. Vous coupez une feuille et vous passez le jus sur la plaie ou sur la brûlure. C'est très très efficace. Alors, la famille des aloés ici, vous en avez plusieurs là-bas de différentes espèces, elle est très très répandue. Vous avez notamment le sisal, celui qui est assez pointu, avec lequel ici à Madagascar on utilise la fibre pour faire des cordes, des cordages. Voilà, donc ça c'est les aloés, ils sont très très répandus ici. Vous avez évidemment pas mal de cactus, la famille des cactus qui est bien représentée ici. Alors ici on l'appelle la forêt épineuse du sud-est de Madagascar, donc il y a beaucoup d'arbres qui vont avoir des épines. On va faire attention tout à l'heure quand on marche là-bas. La richesse du sous-sol de Madagascar, minéralement, il y a vraiment beaucoup de roches intéressantes pour la géologie. Madagascar, c'est une île qui s'est détachée du continent africain, mais c'est vraiment une île qui est très très particulière au niveau géologique et très très riche. Alors vous savez sûrement qu'il y a des saphirs dans Madagascar, c'est pour l'instant son malheur, qui un jour j'espère fera son bonheur. Sous la couche de saphir, vraisemblablement il y a des diamants un peu plus profonds. Il y a du pétrole et du gaz au nord, dans les eaux territoriales de Madagascar. Entre Mayotte et les Comores, c'est un peu une bataille, mais bon, il y a une mine qui va s'ouvrir, malheureusement encore, mais bon, peut-être ça profitera un petit peu aux gens ici, avec un sable qui s'appelle l'illémite, qui est un sable très recherché, sable noir, pour les hautes technologies. Donc il y a vraiment un sol très très riche, et ça nous permet aussi, quand les gamins viennent ici, de leur rappeler qu'ils sont assis sur une mine d'or, et que voilà, nous, tout le travail qu'on fait de sensibilisation aussi à la nature, mais aussi sensibilisation sociale, sensibilisation un peu à tout, géographie, comment se passe le monde, pour essayer de les réveiller un petit peu et que les générations futures prennent un peu les commandes de leur pays, et qu'ils profitent un petit peu de toutes les richesses qu'il y a ici. C'est un petit peu l'idée fixe, la tautologie qu'on a ici un peu, mais ça marche bien. Donc là, voilà, moi je ne suis pas spécialiste en géologie, mais voilà, on reconnaît du quartz, on reconnaît des roches basaltiques, du mica. Voilà. Alors je ne sais plus exactement il y a combien de temps Madagascar s'est décroché du continent, mais il y a beaucoup d'espèces endémiques ici, dont une grande partie ont disparu. Donc voilà, ici ça c'est l'occasion, on voit des œufs de... Alors c'est un grand animal qui ressemblait à une autruche, mais beaucoup plus grand qu'une autruche. Vraisemblablement c'est un œuf de cet animal qui a disparu il y a 3-4 000 ans avec les premières migrations humaines. Voilà, il a été décimé par les premières populations. Donc ça c'est l'occasion de rappeler ça. Il y a beaucoup de trilobites, voilà, de rappeler aussi toute la richesse au niveau de la faune de Madagascar. Il n'y a pas que les lémuriens, il y a aussi beaucoup d'espèces qui ont disparu, malheureusement à cause de l'homme. Et pas à cause de l'homme moderne, mais même des premières migrations qui sont arrivées ici. Donc voilà, c'est toujours aussi l'occasion. Là on voit aussi des bois fossilisés. En Europe, on connaît beaucoup la famille des euphorbes, Euphorbiaceae. En France, ça reste des petits arbres ou des petites plantes. Ici, c'est une famille qui s'est vraiment très développée. Et vous avez là, vous remarquez aussi dans la forêt et autour sur les zones au bord de mer, vous avez ce type d'arbre, le famata, en malgache. Alors, qui est très intéressant parce que cet arbre-là, pour résister à la sécheresse, il a décidé, enfin l'évolution a décidé pour lui, enfin il a décidé avec l'évolution, on fait comme on veut, d'abandonner ses feuilles. Ainsi, il n'y a pas d'évaporation par les feuilles, ce qui lui permet de garder de l'eau. Et pour compenser, comme il n'a plus de feuilles, il a trouvé le système d'avoir une photosynthèse qui se fait également sur les branches. Donc en fait, il a des feuilles branches. Et vous voyez, si vous approchez un peu, en fait, voilà, ça lui permet de faire de la photosynthèse sur une large surface. Et en même temps, il a abandonné le système des feuilles pour l'évaporation. C'est très intéressant comme mécanisme qu'a trouvé cette famille ici, des euphorbes. C'est des arbres qui font du latex.
un latex qui est très toxique. Donc il faut faire attention quand on touche un peu l'arbre, s'il a une blessure et qu'on voit un liquide blanc s'écouler, il faut faire attention de bien se frotter les mains dans le sable. Et c'est très dangereux pour les yeux. Vous pouvez devenir aveugle avec ça. L'histoire, c'est que les pêcheurs s'en servaient, surtout dans les bouches, s'en servaient pour capturer les poissons. En faisant un petit mélange à base de cette sève, ça empoisonnait les poissons et récupérait les poissons qui pouvaient quand même manger parce que ça ne se transmettait pas à l'homme. Alors maintenant c'est interdit, vraisemblablement ils le font encore un peu s'il reste des poissons. Comme on arrive au début de la saison sèche, la plupart des arbres ont perdu leurs feuilles. Si vous revenez un jour, essayez de revenir au mois de février, voilà, ça c'est bien. Il y a beaucoup de moustiques, mais tout est vert, on se croirait dans la petite maison dans la prairie. Pour voir les arbres d'une autre manière. Alors là c'est intéressant parce qu'on a deux arbres de la famille des Jatropha. Alors c'est des arbres qui sont intéressants parce qu'il y a des grandes plantations qui sont développées en ce moment à Madagascar pour faire du biocarburant. C'est un arbre qui a des graines et qui fait des fruits. La graine du fruit est très riche en huile qui est très intéressante pour le biocarburant. Donc voilà, c'est peut-être aussi une piste à étudier pour avoir des ressources pour l'île de Madagascar. Nous on l'utilise surtout comme brise-vent pour faire des haies vives parce qu'il a un feuillage, bon là ça ne se voit pas, il a un feuillage très dense et il est très intéressant aussi parce qu'il fait, comme il perd ses feuilles, il nous permet d'avoir une couverture organique. Alors le sable il est riche en minéraux, si vous lui apportez du compost, de la matière organique et de l'eau, vous faites pousser tout ce que vous voulez, même du bois de rose. Mais si vous coupez la forêt, avec l'érosion et à cause du sable, tout disparaît. Et voilà, après vous trouvez que ça. Donc c'est intéressant pour nous d'avoir des arbres comme ça. On ne l'utilise pas pour le biocarburant évidemment, mais on l'utilise en haies vives et pour avoir une production végétale intéressante. Ce coin-là de Madagascar, on va trouver surtout une seule espèce, qui est le Andossonia rubrostipa, qui n'est pas le baobab le plus élégant, si on peut dire. C'est un baobab qui monte rarement plus haut que ça, et une fois qu'il atteint sa hauteur, il va commencer à gonfler, à enfler et à stocker de l'eau. Donc c'est principalement cette espèce que vous allez voir. Alors il ne ressemble pas à un baobab pour l'instant parce qu'il est encore trop jeune. Il doit avoir peut-être ses 80 ans quand même, hein, parce que le baobab pousse très très lentement. Et là il va commencer à, si on revient dans 500 ans peut-être, il sera gros comme ça. Alors ce qui est intéressant avec le baobab, c'est que c'est un bois de menuiserie de très très mauvaise qualité, c'est de la fibre. Ça sert à rien. On ne peut pas faire de charbon. On peut pas faire heureusement pour lui, on ne peut pas faire de planche, heureusement pour lui, parce qu'avec les arbres qu'il y a, il n'y en aurait plus un seul. Donc c'est pour ça qu'il est encore là, mais c'est un arbre qui est assez difficile à faire pousser. On a beaucoup de mal, alors il pousse un petit peu et après il meurt. Alors, il y a des études intéressantes faites là-dessus qui disent justement que la fameuse autruche dont je vous parlais tout à l'heure, c'était le principal disséminateur du baobab, parce qu'il mangeait les graines. Donc après, voilà, ils jetaient les graines dans les excréments et c'est ça qui faisait bien pousser les baobabs et les éparpiller. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu de mal à les faire pousser. Et comme ça pousse très très lentement, on n'a pas de recul évidemment pour trop travailler là-dessus. Qui est aussi une espèce assez caractéristique et très appréciée des jardiniers en Europe. Parce que là, c'est vraiment un arbre endémique d'ici, le Pachypodium. Il fait une espèce de... Il a quelques feuilles après qui ressemblent aux feuilles du manguier et il a une jolie fleur rouge au-dessus. Voilà. Il est très apprécié. Dans les pépinières en Europe, ça coûte très très cher d'avoir des Pachypodium. Un arbre qui s'appelle le Sounou. Et retenez bien la forme qu'il a quand il est petit. Vous allez voir dans la forêt, après ça fait un arbre assez grand qu'on appelle l'arbre pieuvre et qui fait un bois de très très bonne qualité, quoi. Donc c'est intéressant de voir quand il est petit, il ressemble vraiment à un cactus. Les gens s'en servent ici pas mal pour faire des clôtures assez efficaces, hein, il ne faut pas tomber dedans. Mais vous allez voir après dans la forêt qui fait un bois de très très bonne qualité. On a monté une petite pépinière, toujours parce que c'est intéressant de monter aux enfants, mais c'est aussi pour les touristes solidaires qui viennent nous voir, de leur montrer un petit peu tout le travail qu'on fait avec les arbres, tout le travail de reboisement qu'on essaie de faire. Voilà, vous avez justement les plantes grasses et les cactus, ça c'est pas compliqué à faire partir. Vous avez justement ici, intéressant, vous avez un baobab. Ça c'est un baobab qui a été planté, il doit avoir 3 semaines. Vous voyez par rapport à celui-là, bac à 80 ans. Il va falloir encore un peu de temps, ça c'est les deux baobabs qu'on a ici. Ça pousse très très vite et on a quelques acacias qu'on a repris directement du sol.
Donc c'est toujours intéressant de venir avec les enfants. Bon là il y a des ananas, des papayes, un petit. C'est toujours intéressant de venir ici avec les enfants, de leur faire un petit cours voilà, sur le cycle de l'eau, le cycle du carbone. Toujours essayer de les intéresser un petit peu à ça. Les ananas ne pousseront jamais ici, mais j'ai une équipe assez têtue, quoi. Ils veulent mettre des ananas. J'en ai dit, mettez des ananas. Il y a toujours des gousses, comme les haricots, et ils ont toujours des feuilles. Ils ont toujours des feuilles qui sont composées en fait de feuilloles. Ça c'est une feuille complète composée de petites feuilles. Et ce qu'il faut savoir ici dans la forêt, dans ce coin de forêt, 80% des arbres sont de la famille des légumineuses, des fabacées. C'est l'endroit au monde où c'est la famille la plus représentée dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de fixer l'azote dans leur rhizome. C'est-à-dire qu'ils sont particulièrement adaptés et ils se sont beaucoup développés dans une terre qui est finalement quand même assez pauvre. Donc voilà, avec leur capacité de fixer l'azote, ils ont pu diversifier leurs branches et ils sont très très représentés ici. Alors on a des petits sous forme d'arbustes et on a les très grands, voilà, comme celui-ci. C'est un jaïbi, pareil toujours, avec son petit haricot. Et si vous levez la tête dans la forêt, vous voyez toujours des haricots de différentes formes qui pendent, enfin des gousses. Atelier confiture pour que ceux qui sont là, vendredi, tous les vendredis matins, on fait l'atelier confiture là-haut avec les enfants. On fait 26 kg de confiture par semaine qui sont à vendre si vous voulez en acheter. Après, à vous de voir. De la jujube. Confiture de jujube. Alors, on va voir aussi. C'est intéressant de faire un arrêt ici parce qu'on voit un arbre. Enfin, on voit deux arbres de la même espèce, de la famille des moringas. C'est intéressant parce que le moringa, nous, c'est l'arbre qu'on utilise pour faire des compléments alimentaires avec les enfants. Et là, vous voyez un représentant. Bon, il n'a pas trop fière allure. Vous pouvez sentir ces fleurs, ce qui fait vraiment des fleurs qui sont très mellifères et qui sont très bons. En fait, c'est cet arbre qu'on utilise dans la plantation. Là-bas, on a 2,5 hectares de cet arbre-là. Donc, on récupère les feuilles qu'on fait sécher, comme on verra bien là-bas. Et c'est une fois que ces feuilles sont séchées, elles sont réduites en poudre. Et c'est ça qu'on donne à manger aux enfants à raison d'une cuillère à café par repas. Qui est sacré dans certaines régions de Madagascar, vous en trouvez beaucoup près des tombeaux. Donc voilà deux arbres de la famille des moringas qu'on aime beaucoup planter et cultiver ici, déjà parce qu'ils sont jolis. Et c'est vraiment des arbres qui ont des grandes capacités pharmacologiques, bel avenir. On a développé depuis 4-5 ans, c'est venu après logiquement, quoi, qui est de préservation de l'environnement. Et après ces 2-3 ans, 4 ans passés dans la préservation de l'environnement, on est carrément passé à des projets de production et de formation des gens à utiliser ce terrain qui a été largement défriché. Et on voit encore heureusement la forêt qui est derrière. Et donc on va voir un petit peu les programmes de production qu'on a. Alors on va arriver d'abord dans le potager. Et à ce niveau de maturation, quand la feuille est bien verte comme ça, c'est à ce moment-là que c'est récolté par nos ouvrières là-bas. Donc là on voit un arbre assez joli. Et si on le laisse pousser, c'est un arbre qui fait un bois de bonne qualité et qui peut monter à 15-20 mètres. Donc, on a ramené de la terre, c'est de la terre à Ligonière qui vient du Filerana. C'est le fleuve que vous passez quand vous passez Touléa, enfin le fleuve, il est à sec, mais il est très puissant en saison des pluies. Et donc là, on a ramené carrément par camion de la terre alluvionnaire, donc on a une très très bonne production sur ce potager-là. On a récolté beaucoup de bread, c'est-à-dire cette espèce de salade que mangent beaucoup les Malgaches, et on a fait 60 kg de bread sur ce potager pour nourrir toujours les colonies de vacances. Et là, on est à 100 kg de tomates, je pense qu'on va atteindre les 300-400 kg, il faut voir un petit peu comment ça va donner. Et on va commencer à faire du concentré de tomates à partir de la semaine prochaine, parce qu'on commence déjà à être un peu débordé. Des pluies, on a l'aubergine qui donne très très bien, le melon qui donne très bien, on va commencer à semer le melon. Les plantes aromatiques, ça marche très très bien aussi. On a un peu plus de mal avec la courgette. Ah bon? Parce que... Il faut de l'eau. Parce qu'il faut de l'eau, il y a beaucoup de pucerons, elle est beaucoup attaquée par les pucerons. Là on a fait des essais, il faut vraiment qu'on trouve une lutte biologique. On en ramasse là depuis une semaine, je ramasse 10 kg par jour et tous les soirs il y a encore 10 kg à ramasser. Si vous mangez à l'hôtel, voilà, si vous mangez quelque chose à base de tomates, c'est ici.
Pour en fait parler du château d'eau et de l'eau ici à Manguili. Alors ici aussi étrange que ça puisse paraître, c'est une zone où il y a beaucoup d'eau dans le sous-sol. Si vous vous baladez au bord de la mer, il y a même des sources d'eau douce qui jaillissent de la mer à marée basse. Donc il y a un plateau calcaire là-bas à 15 km. Et en fait ça fait une espèce de couche imperméable qui permet d'avoir beaucoup d'eau entre 9 et les 17 mètres. Si vous creusez, vous allez trouver de l'eau. Il n'y a aucun souci. Ici on a un puits qui est à 17 mètres avec une pompe solaire qui est alimentée par les 7 panneaux solaires qu'on a ici, donc qui fonctionnent toute la journée dès qu'il y a du soleil, c'est-à-dire ici tous les jours. Et on a le château d'eau qui nous permet d'alimenter tout l'hôtel, qui passe ensuite dans un système de filtre avant d'être disponible dans l'hôtel. Donc vous pouvez boire tous l'eau de l'hôtel dans votre chambre, elle est absolument propre. Et il n'y a aucun problème particulier. Ici, il n'y a pas de concentration ni industrielle, ni concentration humaine. Le sable, c'est un très bon filtre pour l'eau. Ici, il n'y a pas de souci, vous pouvez boire l'eau de l'hôtel sans problème. Et une fois que la cuve est pleine, ce qu'a fait le château d'eau fait 13 mètres cubes, on a un tuyau qui part vers une cuve de débordement qui fait le 30 mètres cubes qui nous permet qu'on utilise pour l'arrosage. Parce qu'à partir de là, on va rentrer dans les 20 hectares qui nous servent donc au programme de reboisement de la forêt et au programme de production de compléments alimentaires. Okay. On arrive quand même à avoir une production sur toute la zone de à peu près 100 kg de papaye par an. C'est pas mal, et à terme, je pense comme le papayer pousse assez vite, il n'est pas très exigeant. Il fait des papayes de très bonne qualité ici, qui ne sont pas très grosses, mais qui sont vraiment très sucrées. Toujours un problème, une année c'est les criquets, cette année c'est la cuve qui nous glisse pendant un mois sans eau, on est obligé de lever le pied, ou une chenille, voilà. Disons qu'on est à 4-5 000 pieds qui sortent de la pépinière par an. Et on travaille beaucoup sur le semis direct en saison des pluies, avec une préparation de la terre, ce qui nous permet de réserver la pépinière à vraiment aux essences qui sont difficiles, comme le catrafaille, le palissandre, les bois qui sont très précieux et beaucoup plus difficiles à faire pousser, le vaouvi. Voilà. Donc on travaille un petit peu là-dessus. C'est des arbres qui n'ont pas de... C'est pas comme si vous voulez planter un pêcher, vous allez sur internet, vous avez toutes les 1000 manières de planter un pêcher. Là c'est des arbres où on a beaucoup moins de recul. Donc voilà, donc on fait un peu de tâtonnement, mais on y arrive et de toute façon, pas le choix, on y arrive. Reboisement, donc tout ce qui est en bleu. Alors reboisement, les deux idées sur le site d'agroforesterie, c'est de faire un reboisement, une forêt qui soit, pour avoir du bois disponible pour les gens ici, du bois de charbon. Parce que je pense qu'on a encore pour une ou deux générations à utiliser le charbon à Madagascar. Il faut prendre les devants et faire pousser des essences qui font un bon pouvoir calorifique, qu'on consomme en charbon et ça c'est vite. Et du bois d'œuvre. Voilà, du bois d'œuvre pour faire toutes les maisons ici sont en bois, donc il faut vraiment aussi faire pousser du bois d'œuvre. Vous avez des reliquats forestiers qu'on va visiter un petit peu, qui sont assez sympas. Les habitations des gardiens, et j'ai 2 gardiens ici sur zone qui vivent avec leur famille, et les espaces de protection des animaux, qui concernent surtout les ânes pour l'instant, qu'on va aller voir. Les feuilles, que l'eau part beaucoup plus vite, donc on a tous des signes de plantes qui ont vraiment soif alors qu'elles sont beaucoup arrosées, mais comme c'est du sable tout de suite, ça file assez directement. On essaie un peu de mettre du paillage, de faire du mulching, de faire un petit peu de tout. Ici dans la terre brute comme ça, avec un petit peu de transformation, l'ail et l'oignon ça pousse très bien, et on a mis des salades qui sortent très bien. On va voir après, à faire sortir c'est pas compliqué, c'est ensuite après à maintenir en trouvant le bon dosage de compost et d'entrant. Compte tenu que l'âne il fait à peu près le même travail que le zébu
Il est impossible ici de détrôner le zébu pour des questions culturelles, pour des questions économiques aussi. C'est des ânes qui me coûtent très cher, parce qu'ils mangent beaucoup. Donc voilà, nous on les a récupérés ici. Ça nous permet, ce qui est toujours sympa, hein, si vous passez demain matin vers 10 h, il y a les enfants qui font un petit tour d'âne avec Esperanza, la femelle qui est assez calme, les autres qui sont un peu têtus. Et tout pousse ici, sauf le cerisier et l'olivier qui ne poussent pas. Pourtant ici on a une terre calcaire, on a des conditions assez favorables. Vraiment ce serait un problème de durée de l'ensoleillement. Il n'y aurait pas assez de soleil, on est trop dans la zone tropicale et l'olivier ne pourrait pas donner. Première coupe début du mois de février, et on doit être à la 4e coupe. Donc, on va le tailler encore une fois, il va faire un petit peu de feuilles. Et sur nos 2,5 hectares, on arrive à faire, pour l'instant, on améliore toujours, mais on est à peu près à 1 tonne de poudre de compléments alimentaires qui sortent ici du site de Montbéliard. Donc c'est pas mal, comme on a pas mal de terre autour, et puis c'est un programme qui intéresse beaucoup les bailleurs de fonds qui font venir des extraits compléments alimentaires de l'extérieur, d'Europe. Ça leur coûte cher, c'est des bateaux, il y a des problèmes avec les douanes. Ici ça nous permet quand même de régénérer des espaces qui sont déjà défrichés, de donner du travail à la population mais aussi à les former et d'améliorer les conditions de vie de la population parce que c'est vraiment efficace, quoi. Il y a un bilan énergétique qui est assez intéressant. C'est un arbre qui est très connu en Inde depuis toujours et qui commence vraiment à se développer depuis une quinzaine d'années dans toutes les zones d'Afrique au climat tropical aride. C'est pas mal, ça marche très bien. Là, voilà. Pilé, ça ressemble beaucoup à des épinards, quoi. C'est très vert, ça sent l'épinard. Et là, il y avait aussi un très bon bilan énergétique. Les enfants sont super. Une fleur, même. Oui, ça sent des fois un peu le chèvrefeuille. Quand t'envoyais les cartes mémoire et du numéro en haut. Ah non, c'est parti maintenant. Bon, hein, c'est sucré. Bon, c'est en confiture. Pour ceux qui sont là vendredi matin, c'est délicieux. Bon, évidemment, on rajoute du sucre. Évidemment. C'est très bon. Mécanique mais plus efficace, on n'a pas trouvé. Si la production augmente, on va sûrement passer au moteur.
une demi-journée par semaine, faire tourner un petit moteur qui nous permet de réduire ça en poudre. Et la poudre finale, c'est un essai très purgatif en plus, ce qui est pas mal. Pour les enfants qui sont pas mal parasités ici. Au début, après on s'habitue et voilà. L'ONG Bel Avenir est membre fondateur de la Ligue malgache dont l'objectif est la promotion de la laïcité. Elle est membre du réseau africain de l'enfance épanouie. Madagascar doit faire face à la fois à une nette augmentation de la pauvreté, un nombre important de familles se nourrissent d'un repas complet une fois tous les 3 jours, à la hausse des prix de la nourriture et des matériaux, à la passivité d'une administration désordonnée, à l'augmentation des faits de corruption et au désintéressement de plus en plus de bailleurs. Il y a une faible connaissance du respect de l'environnement des populations locales du sud de Madagascar, une augmentation intolérable de la déforestation, l'utilisation de techniques agricoles et pastorales peu productives, l'insécurité alimentaire. Respect, du respect, du respect, du respect, du respect, du respect, du respect pour l'environnement, du respect pour l'environnement. Wow. Matiwa. Matiwa. Entendez moi. Ah. Entendez a politica pour caminer répondre wa. Angeli.